Nous sommes dans un monde qui est absolument dénué de sens actuellement. On travaille pour travailler, on gagne de l'argent pour gagner de l'argent, on consomme pour consommer, on respire pour respirer. Et il n'est pas étonnant qu'à la fin, on ait tous envie de se tirer une balle ou qu'on s'invente des idées à la con, comme toutes les idées postmodernes que nous connaissons. C'est une vertu de gens fatigués, la tolérance, qu'on ne se battra pas contre les idées progressistes avec les idées conservatrices. L'idée étant d'arriver à une civilisation ultra développée, et qui se soit reconnectée à la nature. Et voilà quel doit être le combat de nos générations pour les années à venir et pour demain, c'est de retrouver une exigence. Qu'est-ce que l'on veut, bordel de merde, pour cette civilisation? Salut Sunrise. Que préparez-vous pour la rentrée? À la rentrée, j'ai pas mal de projets. Alors au niveau du combat idéologique, du combat métapolitique, je vais attaquer à faire des formations. Faire des formations et des vidéos donc, sur YouTube d'abord et sur toutes les plateformes qui m'accepteront. La formation intellectuelle de droite, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas tellement. Et donc les premières choses que je vais faire là, dès le mois de septembre, c'est de faire une grande conférence d'au moins 1h30, 2 heures sur Nietzsche, parce que tout ce que je vais développer par la suite doit partir de la connaissance de ce philosophe et de ce qu'il a pu écrire en son temps, qui est très pertinent pour aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir faire en fait assez régulièrement, presque une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, une grosse vidéo sur internet sur plein de grands sujets qui me paraissent essentiels à connaître. Qu'est-ce que le conservatisme? Qu'est-ce que le fascisme? Qu'est-ce que la philosophie stoïcienne par exemple? Plein de choses comme ça, pour vraiment essayer de former une nouvelle classe de gens qui seront vraiment capables de se battre intellectuellement et idéologiquement avec la super classe mondiale que nous avons. Et il me paraît essentiel en fait d'aujourd'hui tout investir dans le développement d'une nouvelle intelligentsia, d'une nouvelle élite de droite, parce que de toute façon la grande masse, je pense que nous risquons de l'avoir perdue. Donc comme dit Nietzsche, il se forme une classe d'esclaves, veillons à ce qu'il se forme une nouvelle noblesse, et je pense que c'est un des combats les plus essentiels que l'on doit avoir aujourd'hui. Et parmi mes projets dans ce domaine-là, qui est le domaine de la guerre des idées, je publie également 4 livres à la rentrée. Alors c'est un peu bizarre, mais j'en publie 4 à la fois, parce qu'en fait j'ai simplement toujours écrit dans ma vie, et je me suis jamais vraiment préoccupé des livres que j'avais déjà écrits. J'avais essayé de faire publier mes 2 premiers, Le Marteau que j'ai fait publier, et mon roman. Mais à l'époque j'étais jeune, personne ne me connaissait, j'avais envoyé ça qu'à des grandes maisons d'édition, chez Gallimard, Grasset et tout cela. Ils n'avaient même pas pris la peine sans doute de lire mes manuscrits, et donc ils ne les avaient pas publiés. Et comme je suis un imbécile, ça va paraître un peu bizarre aux gens, mais comme je suis un imbécile qui passe toujours à autre chose, en fait, dès qu'il a fini quelque chose et qu'il a l'impression qu'il a fait ce qu'il devait faire, je passe à un autre projet, j'ai plein en fait, de manuscrits dans mes cartons que j'ai jamais publiés. Or, je les ai fait lire à des gens de bonne qualité qui m'ont dit que c'était de très haut niveau et c'était plutôt bon. Donc quand on s'examine, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. Donc j'ai décidé de publier 4 de mes livres donc, à la rentrée. Donc je republie Le Marteau, qui a toujours eu de très bonne presse dans le milieu. Je publie Le Désœuvrement, qui est mon roman, qui parle d'amour et de relations hommes-femmes dans le monde moderne, que j'ai écrit quand j'avais 23 ans. Je publie également mon mémoire que j'agrémente d'une grande préface qui s'appelle Nietzsche et l'Europe, donc toute la vision nietzschéenne sur l'Europe, je pense qui est importante, et pourquoi l'Europe est importante. Donc c'est une grosse préface que j'écris, j'essaie de développer cette idée. Et je publie également un 4e livre qui s'appelle L'équilibre pour l'Occident, que j'ai écrit à l'époque, et qui était ma première tentative en fait pour essayer de faire une sorte d'alliance entre les principes qui sont liés à la tradition avec la modernité. Alors c'était balbutiant en termes de réflexion, mais il y a quand même du fond. Et c'est pareil, j'écris une grosse préface à ce livre pour développer quelque chose que j'appelle l'évolutisme, qui est en fait l'arme ultime contre le progressisme. Parce qu'en fait, j'ai enfin compris, même si j'en ai l'intuition depuis longtemps, qu'on ne se battra pas contre les idées progressistes avec les idées conservatrices, et qu'au contraire, on doit se mettre du côté de l'évolution. Donc en fait, depuis qu'on progresse, on n'évolue plus, nous on doit être du côté de l'évolution. Et donc en fait, ce livre-là pose les pierres de cette réflexion, qui était préalable, mais avec la préface que j'écris, eh bien du coup, là je pose vraiment la première pierre de quelque chose qui doit être notre ligne directrice pour les années à venir. Donc voilà, donc je publie 4 livres d'un coup à la rentrée, j'ai un nouveau site internet, je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, et parce que je pense que c'est le moment pour moi, et d'une manière générale pour tout le monde, de revenir dans le combat d'idées. Et on en a vraiment besoin là. Qu'est-ce qu'être européen? Chateaubriand disait que c'était les héritiers de Jérusalem, d'Athènes et de Rome. Je dirais que, bon, niveau culturel, je pense que ça a été déjà développé, l'esprit européen. Donc c'est l'esprit helléno-chrétien, l'esprit héritier du monde gréco-latin,
avec des infusions bien sûr nordiques, celtiques, germaines et scandinaves. Je pense que dans cette question, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que on a tendance, nous en Europe, et nous sommes les seuls dans le monde, à désincarner totalement ce que peut être l'idée européenne. Alors bien sûr, je ne parle même pas de l'Union européenne, parce que là c'est une catastrophe. Comme dit Pierre Manant, à chaque fois que l'Europe se mentionne, elle s'annule aussitôt. En fait, à chaque fois qu'elle essaye de se définir, quand elle se définit, c'est pour dire que l'Europe d'aujourd'hui, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est toutes ces choses-là, qui sont bien entendu des principes qui ne sont qu'abstraits, et qui à chaque fois qu'en fait, eh bien, qu'on les met sur la table, cela annule l'Europe du même coup, parce que même des Martiens peuvent défendre éventuellement les droits de l'homme, la démocratie, la laïcité et ce genre de principes abstraits. Donc je pense que ce qui est intéressant pour répondre à votre question, c'est de revenir à l'incarnation. Et ça, c'est même quelque chose que la droite actuelle n'ose même pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle veut rester et s'attacher qu'aux grands principes liés à l'assimilation, liés à tout ça, et l'idée qu'en fait l'Europe, ce n'est qu'un héritage culturel. Or, on le sait, dans tous les travaux de sociologie sérieux qui ont été faits, je ne parle même pas d'anthropologie et je parle encore moins de génétique, mais dans tous les travaux sérieux qui ont été faits, on sait que la culture est quelque chose qui se transmet par nature à travers des familles et à travers des héritages qui sont également incarnés et physiques. Pour prendre une métaphore, je dirais que la civilisation européenne telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une voiture en fait, c'est juste la carcasse. Mais si vous voulez faire marcher une Ferrari avec du diesel, la Ferrari, elle avancera un petit peu, mais au bout de 100 mètres, le moteur finira par claquer totalement. Et ça finira par devenir, la belle Ferrari, par devenir une épave totale. Donc en fait, l'essence, c'est le peuple. La civilisation, tout ce qui est la culture, c'est donc la carcasse de la bagnole. Et en Europe, on a une Ferrari, ça il faut le savoir. Mais ce qui fait avancer cette voiture, c'est le peuple, c'est les gens, c'est l'anthropologie humaine. Comme disait Baudin, qui est inscrit en haut du Figaro, il n'y a de richesse que d'hommes. Il faut à tout prix réincarner l'idée européenne. Donc il faut dire très clairement, l'Europe c'est un héritage culturel, un grand héritage culturel gréco-romain, qui a reçu des influences effectivement chrétiennes, et puis aussi germaniques, notamment tout ce qui est liberté germanique, ça a été étudié par Fussel de Coulanges. On a reçu également des influences à l'époque de la haute antiquité égyptienne et phénicienne. Évidemment, tout ça, c'est un mix de plein d'apports culturels, mais qui a été amené à une beauté extraordinaire avec l'Europe et avant tout avec les Grecs. Mais avant tout, pour répondre, tout cela ne fonctionnerait pas sans les Européens. Donc l'Europe, ce sont les Européens. Et ce sont des gens qui ont cet héritage génétique, avant tout, gréco-romain et celto-germain. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent totalement s'assimiler au sein de cette civilisation européenne, ça c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas concevoir l'Europe sans les Européens. Vous sentez-vous plus proche d'un Malien francophone que d'un Letton? Non, absolument pas. Et je crois que c'est Asselineau qui se fait pas mal clasher sur cette question-là, parce qu'il a dit être plus proche, en tant que souverainiste, être plus proche du monde francophone qu'effectivement de l'Europe et de l'Europe de l'Est. Mais je pense qu'Asselineau est totalement hypocrite lorsqu'il dit ça, car je pense que si jamais il devait, par exemple, prenons un exemple, s'il devait faire en sorte que sa fille ou son fils, ses petits-fils plutôt, partent à l'université pendant quelques années, voudrait-il qu'ils partent au Mali ou plutôt à Riga ou dans les pays baltes? Je pense que s'il devait choisir, il enverrait ses petits-enfants dans les pays baltes pour suivre des études et y vivre. Donc même lui qui se considère plus proche du Mali, d'un Malien qu'un Letton, je pense qu'en fait s'il était obligé et sommé d'envoyer ses petits-enfants quelque part pour y vivre, je pense qu'il les enverrait plutôt dans les pays baltes. Donc partant de là, il est hypocrite. Et donc en fait c'est la question qu'il faut se poser nous-mêmes en fait, quand on se pose la question de savoir de qui est-on le plus proche, c'est où est-ce que l'on aimerait vivre si jamais nous devions quitter notre pays. Et bien entendu, je préférerais vivre à Riga et dans les pays baltes ou dans les pays de l'Est de l'Europe plutôt qu'en Afrique. Mais ça, ce sont des dilections personnelles, c'est mon choix. Mais je pense que c'est le choix que feraient beaucoup d'Européens. Donc partant de là, nous sommes évidemment plus proches de nos frères européens, où qu'ils soient. L'Europe, composée de 70% d'extra-européens parfaitement assimilés, serait-elle toujours l'Europe? J'ai un petit peu répondu déjà à cette question quand je vous disais que l'Europe ne pouvait pas être européenne sans les Européens. C'était une fiction complète, l'Europe ne peut pas se limiter à un héritage culturel. Donc déjà, il y a 3 niveaux. Là, aujourd'hui, l'Union européenne n'assume même pas cet héritage culturel, donc pour vous dire à quel point elle n'est vraiment plus rien. Mais quand on est un peu à droite, la seule chose que l'on tente, les mecs du Figaro et la droite conservatrice classique française, elle se dit la seule chose qu'elle peut
atteindre, c'est l'idée de dire « Oh ben non, l'Europe c'est quand même un ensemble de valeurs, de principes, de règles. En gros, si tu respectes la loi, tu es un Européen. Ça ne peut pas marcher comme ça. » Ça aussi c'est faux. Pour être Européen, il faut aussi bien sûr incarner cette continuité historique qui est avant tout anthropologique. C'est compliqué, mais on s'aperçoit de plus en plus, même en science, qu'en fait, que l'anthropologie porte. Moi, je suis un déterministe, de toute façon. Donc, et je pense que, et la science le montre d'ailleurs, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que nous portons les déterminismes des siècles et que nous ne sommes pas des êtres autoconstruits et neutres à la naissance. Je pense que ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite sur des générations, ça nous influence profondément. Donc, alors évidemment, il est possible d'intégrer des gens au sein de cette civilisation européenne. Je prends un exemple animalier, mais je le crois pertinent. Tu sais, quand tu regardes un peu sur Internet, il y a souvent des vidéos sur lesquelles on s'extase. On s'extasie, on voit des, je sais pas moi, deux animaux d'espèces différentes devenir totalement amis, tu sais. On va voir par exemple, je sais pas, un lion devenir ami avec une antilope ou quelque chose comme ça, ou un chien avec un chat, ce genre de choses. Et on trouve ça génial de dire, oh mais l'amour peut décidément tout, parce qu'il y a deux espèces totalement différentes qui même se chassent et se mangent en état naturel. On est capable, quand on les met ensemble, de faire deux copains de deux espèces différentes. Alors ce que l'on ne dit jamais, c'est que tout ça peut marcher que si le nombre est extrêmement faible. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un chien, si vous prenez un loup par exemple et une antilope, que vous les mettez ensemble, ils peuvent devenir copains. Maintenant, si vous prenez une famille de loups et une famille d'antilopes, vous avez beau les mettre aux mêmes endroits, eh bien ils finiront par se... Enfin, les loups mangeront les antilopes, ou il y aura un problème en tout cas entre les espèces. Et donc, ce phénomène-là peut s'appliquer aussi chez les humains, d'une certaine façon. C'est qu'effectivement, on peut faire en sorte que n'importe qui puisse devenir ami avec n'importe qui, et le vivre ensemble peut s'appliquer totalement à l'échelle individuelle. Je peux personnellement partir en vacances avec des gens de la Terre entière, et même être très ami avec des gens de la Terre entière. En revanche, vivre nos deux familles à côté, et pire encore, nos deux peuples à côté, donc là on compte en millions de personnes, là c'est totalement impossible et ça finit toujours très mal. Et donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver en Europe. Donc partant de là, non évidemment, 70% d'extra-européens ou 80% d'extra-européens, même si dans un tout premier temps, ils ont l'air assimilés, ça ne pourra pas faire vivre ce qui était appelé la civilisation européenne. Il y a besoin à tout prix d'avoir une continuité. Il y a une théorie d'ailleurs dans l'histoire des civilisations qui montre que toutes les civilisations dépérissent, et cela, que ce soit en Europe ou dans l'histoire, absolument partout dans l'histoire, les civilisations dépérissent tout le temps quand la population qui a été à l'origine de la civilisation décline totalement d'un point de vue démographique, quitte à disparaître, notamment parmi les élites. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez connaître la destinée d'une civilisation, vous regardez les gens qui étaient à l'origine de cette civilisation, et en fait, avec le temps, plus ces gens ont tendance à disparaître ou à être minoritaires, parce que les civilisations, ça se mélangent, s'agrandissent, ces gens-là souvent meurent à la guerre, donc malheureusement les familles souches qui ont fait cette civilisation deviennent de plus en plus minoritaires. Et en fait, c'est une loi d'airain que vous pouvez regarder dans vraiment toute l'histoire des civilisations. À chaque fois que les familles, que les gens, donc l'anthropologie, on en revient à l'anthropologie, à chaque fois que ces familles et ces anthropologies qui ont créé la civilisation à l'origine finissent par devenir minoritaires, voire disparaître, la civilisation dévie totalement de son rail naturel et souvent d'ailleurs disparaît. Donc non, la culture encore une fois, c'est juste la façade. C'est une belle façade qui peut être rutilante et magnifique, mais c'est l'essence qui compte. Qu'est-ce qui fait avancer la machine? Et là, ce qui fait avancer la machine, c'est l'anthropologie. Ce sont les êtres humains. Et nous ne sommes pas tous pareils. Va-t-on assister au retour de la biologie en politique? Je ne sais pas, mais il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer actuellement, ça c'est sûr. Alors déjà, petite parenthèse qui est assez drôle et paradoxale et donc drôle, c'est que la science a toujours été l'alibi du progressisme, en tout cas au 19e siècle. En fait, les conservateurs et les traditionalistes se sont pris dans la gueule les scientifiques avec le positivisme et tout le reste, et les progressistes, même le 18e siècle avec Voltaire, déjà avec les Lumières, les progressistes étaient du côté de la science, et la science était censée être du côté des progressistes, comme un alibi. Regardez, nous sommes contre vos vieilles doctrines rétrogrades, catholiques, dogmatiques, et nous nous ouvrons sur l'avenir, le progrès et la science. Et tout ce monde-là était uni. Et ce qui est tout à fait fascinant de constater aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que c'est en train de se retourner absolument. C'est-à-dire que les progressistes ayant gagné, leurs grandes idées sont devenues des dogmes. Par exemple, l'égalitarisme est un dogme. Et donc ils ont des dogmes que l'on ne doit plus toucher. Or la science, elle continue d'avancer, et plus la science avance, plus elle est en train de détruire en réalité tous les dogmes progressistes, enfin tous les grands principes progressistes. Mais puisqu'ils sont devenus des dogmes maintenant, eh bien le progressisme entre en guerre
petit à petit contre la science, ou en tout cas cherche à la passer sous silence, et donc à être dans une forme d'obscurantisme. Et donc je trouve que déjà cette analyse intéressante, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est une sorte même de revanche a posteriori, de revanche posthume de la tradition, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la science est en train de certifier et d'avaliser tout ce qui était de l'ordre de l'instinct, de l'ordre du préjugé, de l'ordre du culturel, mais dans la tradition. La tradition, en fait, avait sans doute plus raison que toutes les velléités progressistes qui ont eu lieu après, et plus raison parce que finalement, elle correspondait à la science, ce qui n'est pas étonnant quand on est de droite, parce que quand on est de droite, on considère qu'en fait la tradition n'est pas quelque chose qui a été créé par 3 mecs autour d'une table pour opprimer les femmes et opprimer les peuples ou je ne sais quoi, mais que la tradition au contraire est la conséquence sur des millénaires de la sagesse humaine et de l'expérience humaine. Donc partant de là, il est tout à fait normal qu'en fait par l'expérience humaine, les hommes aient pu fabriquer des traditions. Quand je dis tradition, je ne parle pas des choses guindées et fermées et closes, hein. Je parle simplement des rapports anthropologiques, des rapports entre les hommes, des rapports entre les hommes et les femmes, du rapport à ce genre de choses. Je pense que les traditions sont issues d'une grande sagesse. Et en fait, aujourd'hui, la science, donc la tradition se venge a posteriori, parce que la science est en train d'avaliser ces choses-là. Donc pour prendre un seul exemple, encore une fois, l'idée de l'égalitarisme, l'idée que tous les hommes sont des pages blanches à la naissance, que nous sommes tous autoconstruits et que que l'inné finalement n'a que très peu d'importance et que seul l'acquis en a, c'est en train d'être démonté, mais de façon systématique par la science. Alors évidemment, à l'époque de la tradition, ils ne savaient pas ce qu'étaient les gènes, ce qu'était l'ADN et tout cela, mais ils intégraient à leur façon de penser que les hommes n'étaient justement pas égaux. Et c'est marrant aujourd'hui, encore une fois, par un mouvement de l'histoire incroyable, que la tradition rejoint la science. Ça, c'est une parenthèse. Après, sur savoir si ça a une influence en politique, je dirais juste rapidement que les Chinois, eux, sont en train de travailler là-dessus, notamment à travers les logiques de transhumanisme et de l'homme amélioré. Donc la biologie est en train d'être une part de la politique, notamment en Chine. Et je remarque aussi d'ailleurs que parmi les patrons des GAFA et les patrons des grandes entreprises, il y a une sorte de... Ils sont dans une recherche du transhumanisme qui est vraiment complète pour essayer de développer l'individu, en faire un individu supérieur. Qu'il y a même déjà des formes d'eugénisme chez eux. Il faut voir dans quelle famille ils se marient, ce genre de choses. Donc je trouve juste assez marrant, assez drôle de constater que le monde actuel est un monde totalement anti-nazi, mais que nous sommes dirigés par des grands patrons qui en fait ont pour eux un programme qui est plutôt de l'ordre de l'homme supérieur et de l'Ubermensch qu'autre chose, et que les Chinois qui risquent demain peut-être de diriger le monde sont aussi dans des idées qui en fait se rapprochent plutôt pas mal de ce qu'un certain moustachu a voulu faire dans les années 30, quoi. C'est-à-dire que lui il voulait démocratiser ça, lui il voulait, à l'échelle d'un peuple, il voulait élever le niveau d'un peuple, alors que maintenant, dans le monde occidental, c'est juste certaines élites qui s'occupent de ça pour elles, mais le peuple, lui, peut continuer à dégénérer. C'est marrant de voir qu'on est dirigé par des mecs, on va sur Amazon, on va sur YouTube, on va sur Facebook, mais ces mecs-là ont des idées, pour le coup, très transhumanistes, et sont dans des logiques de développement individuel pour avoir des hommes supérieurs qui sont assez développés. Donc on est dirigé par des nazis, en quelque sorte, et on a des nazis chinois qui se préparent à dominer le monde. Et au milieu, tu as l'Europe qui se perd toujours dans ses idées d'enfants. Donc je trouve que c'est un paradoxe assez marrant. Faut-il mettre en place la préférence de civilisation ? Déjà, ce qui serait bien, c'est que l'Europe puisse se défendre, que la civilisation européenne puisse se défendre. Et pour cela, il faut qu'elle soit capable de dire un grand non à ce qu'elle n'est pas. Or, comme je t'ai dit juste avant, l'Europe ne veut absolument plus se définir. Donc, par conséquent, ne se définissant pas, elle n'est plus capable de dire non. Tu es capable de dire non à certaines choses à titre individuel, parce que tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, et tu sais ce que tu veux surtout. Donc, partant de là, une Europe, ou même des nations européennes qui ne savent plus ce qu'elles sont, ne savent plus ce qu'elles veulent, ne sont plus capables d'avoir ce grand non, c'est-à-dire d'avoir cette absence de tolérance pour le coup. Aristote disait, c'est une phrase connue, Aristote disait que la tolérance était la vertu des civilisations qui étaient affaiblies et qui étaient fatiguées. C'est une vertu de gens fatigués, la tolérance, parce que dire oui à tout et à n'importe quoi, c'est quand on n'est plus capable de se projeter dans l'avenir et qu'on n'a plus d'exigence vis-à-vis de soi-même. Or, l'Europe, non seulement doit retrouver une identité, mais elle doit retrouver en plus, selon moi, plus qu'une identité, parce qu'on n'est pas des Indiens. On ne peut pas être des Indiens d'Amérique, si tu veux, ou des peuples parfois moins développés qui se définissent juste avec des critères qui sont arrêtés. Je pense que la nature même de l'Européen, c'est de se projeter, d'avoir un but, d'avoir une exigence.
Et donc je pense que la dépression généralisée qui règne actuellement dépend pour beaucoup de cela, c'est que quel est vraiment le but et l'exigence de l'Européen d'aujourd'hui. Il n'en a absolument plus du tout, il n'a plus aucun but, il ne sait plus pourquoi il est sur Terre. La question nietzschéenne très importante qui me paraît être la plus essentielle, qui est de savoir à quoi sert l'homme, plus personne aujourd'hui n'y répond, plus personne même n'ose poser la question. Or l'Européen a, je pense encore plus que les autres peuples, a besoin absolument de savoir à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il veut construire sur Terre? Vers quoi il veut aller? Or, nous sommes dans un monde qui est absolument dénué de sens actuellement. On travaille pour travailler, on gagne de l'argent pour gagner de l'argent, on consomme pour consommer, on respire pour respirer. Et il n'est pas étonnant qu'à la fin, on ait tous envie de se tirer une balle ou qu'on s'invente des idées à la con, comme toutes les idées postmodernes que nous connaissons. Il faut à tout prix que l'Europe, encore une fois, se définisse, mais surtout se redonne des projets, se redonne une certaine exigence par rapport au monde de demain. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et partant de là, une fois que l'Europe aura retrouvé une exigence, elle retrouvera par nature son identité, et elle sera capable dès lors de dire un grand non et de se préférer elle-même. Parce que les projets que peut s'assigner l'Europe ne peuvent être qu'exigeants. Or, quand je dis exigence, c'est dans le domaine intellectuel, dans le domaine physique, dans le domaine esthétique, dans le domaine culturel, dans tous les domaines scientifiques. Et cette exigence-là sera une sorte de filtre naturel pour le reste du monde. Donc voilà ce que l'Europe doit se réattribuer et voilà quel doit être le combat de nos générations pour les années à venir et pour demain, c'est de retrouver une exigence. Qu'est-ce que l'on veut, bordel de merde, pour cette civilisation? Pas seulement ce que l'on est, c'est bien de chercher dans les grimoires, dans les livres et de savoir ce que l'on est, notre identité dans le passé, mais qu'est-ce que l'on veut surtout? Et dès qu'on aura redéfini un vouloir, alors on pourra dire non, vous, on ne vous veut pas parce que vous ne faites pas partie du projet. Que peuvent apporter aux Européens vos travaux sur la psychologie évolutionniste? Alors mes travaux, je ne sais pas parce que ce n'est pas mes travaux, mais en tout cas, c'est vrai que là j'ai sorti une formation sur la psychologie évolutionniste, qui est la première formation en ligne sur la psychologie évolutionniste. C'est une discipline que j'ai travaillée toute l'année et qui alors a confirmé certains des biais que j'avais auparavant, certains des biais traditionnels nietzschéens que j'avais auparavant certes, mais qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et qui a même changé ma façon de voir un certain nombre de choses, et je pense qu'il est absolument essentiel effectivement pour les Européens. Parce que dans l'idée qu'en fait nous devons retrouver le chemin de l'évolution, après s'être perdus sur le chemin du progrès, la psychologie évolutionniste, qui est donc l'étude de nos comportements humains à travers le prisme de l'évolution, comment l'évolution nous a-t-elle forgé, donc a-t-elle forgé les comportements que nous avons en tant qu'êtres humains, mais aussi évidemment les comportements entre les hommes et les femmes. En gros, si vous voulez comprendre pourquoi votre copine ou la fille sur laquelle vous lorgnez se comporte de cette façon en boîte de nuit ou au bureau ou tout ça, vous avez besoin de la psychologie évolutionniste si vous voulez vraiment saisir tout cela. Et évidemment, ça détruit absolument totalement la théorie du genre et encore une fois toute l'idée que nous sommes autoconstruits. Donc la psychologie évolutionniste, c'est la formation que j'ai sortie, aide pour tout ce qui est rapport homme-femme, apprendre à mieux se connaître soi-même et à mieux connaître effectivement les autres pour être plus efficace déjà et moins naïf dans le monde réel. C'est essentiel pour ça, mais je pense que c'est encore plus essentiel à l'échelle de la civilisation parce que quand on comprend en fait le concept qui est le concept essentiel de psychologie évolutionniste et que j'explique dans la formation, qui est celui du mismatch, c'est-à-dire de la non-rencontre entre ce pourquoi nos gènes ont été fabriqués et le monde dans lequel nous vivons actuellement, en fait, on peut saisir et vraiment comprendre profondément jusqu'à nos idées postmodernes, gauchistes en gros d'aujourd'hui, les idées suicidaires qu'a l'Europe. Je prends un exemple. Si vous prenez un lion qui est fait pour vivre dans la savane et que dès son plus jeune âge, vous le mettez dans une cage de 2 mètres carrés et vous le faites vivre 10 ans comme ça. Si ce lion pouvait parler, si vous pouviez lui tendre un micro, après avoir vécu 10 ans dans une cage de 3 mètres carrés, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le lion raconte que des conneries et soit complètement fou et ait envie de se suicider. Parce qu'il n'aura simplement pas vécu dans le monde pour lequel ses gènes étaient faits. Et bien en fait, c'est terrible à apprendre, mais on s'aperçoit qu'en étudiant l'être humain, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'être humain, il faut savoir que nos gènes sont toujours les mêmes que ceux de l'époque du Paléolithique, quand nous étions des chasseurs-cueilleurs dans la période glaciaire européenne, à chasser le mammouth, l'ours et à avoir les rapports hommes-femmes que nous connaissions. En fait, nos gènes n'ont absolument pas changé par rapport à cela. Il y a eu quelques évolutions, mais qui sont réellement absolument minimes. Nous sommes toujours des homo sapiens de cette époque. Donc à chaque fois qu'un enfant, un bébé naît, ce qui s'attend normalement à recevoir, la vie qu'il s'attend à vivre inconsciemment, mais c'est inscrit dans nos gènes, c'est une vie dans les grands espaces, dans la nature, et une vie selon certains
modes de sociabilité qui sont absolument étrangers à ce que nous connaissons actuellement dans dans les grandes villes, avec la technologie, avec évidemment tout ce qui peut en découler, c'est-à-dire les stimuli visuels, de la pornographie, ce genre de choses. Et en fait, tout ce monde actuel est fait pour nous rendre absolument malades, pour créer des malades mentaux qui n'ont plus qu'une envie, c'est de se suicider. Et donc, quand on comprend tout cela, en fait, parce que je continue cette parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, il faut savoir que l'homme était fait pour vivre de cette façon, et qu'en fait, il s'est sédentarisé que depuis 10 000 ans à peine, rentré dans le néolithique, qu'on ne sait toujours pas pourquoi il a fini par se sédentariser. Il y a quelques hypothèses, mais je ne vais pas être long, donc je ne vais pas les expliquer ici. Mais en gros, il n'était pas fait pour cette sédentarisation, il est encore moins fait pour la période industrielle, et encore pire, la période post-industrielle que nous connaissons actuellement. Donc nous sommes pire qu'un lion qui est mis dans une cage de 2 mètres carrés. Donc en gros, on peut comprendre la postmodernité de tous ces gens qui vivent en ville et qui commencent à délirer totalement avec des idées extraordinairement éloignées de ce que doit être notre anthropologie. Eh bien, en fait, on comprend que, c'est pour ça que je m'éloigne de plus en plus de la politique pure, c'est qu'on comprend que toutes les idées de merde que nous connaissons aujourd'hui, toute cette envie de suicide, qui est caché, qui est dissimulé, mais toutes les idées que l'on peut entendre postmodernes, le féminisme, l'immigrationnisme, la tolérance, même l'écologie telle qu'elle est perçue actuellement, les gens ont tous envie de mourir, de ne plus faire d'enfants, toutes ces idées-là sont en fait la conséquence du mismatch, sont en fait la conséquence de gens qui vivent dans des environnements, en ville c'est une catastrophe, qui détruisent ce qu'ils sont intérieurement, et qui en fait, de manière totalement inconsciente, n'ont envie plus que de se suicider. Et évidemment, ils ne peuvent pas se dire ça de façon consciente. Donc parce que le cerveau est fait en fait pour te construire une narration sur ce dont ton corps a besoin. Donc c'est ça la différence entre un être humain et un animal, c'est que notre cerveau nous construit des justifications et des prétextes. Donc les êtres humains d'aujourd'hui, la plupart, se cherchent des prétextes à ce suicide. Donc ce sont leurs valeurs, ce sont leurs grandes idées abstraites, ce sont toutes les idées postmodernes en fait. Et tout ça en fait n'est que la conséquence d'une anthropologie. C'est encore pire que la politique, c'est encore pire que l'idéologie même, c'est en fait des questions anthropologiques. Et donc on comprend, grâce à la psychologie évolutionniste et à cette étude, que si on veut véritablement changer les choses dans le monde de demain, changer les choses en Europe et nous sauver, il va falloir faire plus que faire le malin sur des plateaux de télévision en tant que politique. Il va falloir faire plus que changer 3 lois et 3 institutions. Il va falloir faire plus même que vrai idéologiquement, que combattre idéologiquement. Il va falloir changer notre anthropologie même. Comment on se reconnecte à la nature, comment on se reconnecte avec une vie et un développement personnel qui nous reconnectent justement à nos gènes et à ce pourquoi nos gènes ont été faits. Donc là, on est quand même à un niveau qui est bien supérieur et bien plus élevé que les conneries qu'on peut entendre actuellement. Et c'est encore une fois là-dessus que l'on doit réfléchir. Et voilà, bon, j'ai essayé de faire court. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller suivre cette formation sur laquelle j'ai bien travaillé. Et d'une manière générale, ce sont toutes les grandes idées qu'on va essayer de développer dans l'avenir. Cette reconnexion avec la nature est-elle possible dans le contexte actuel ? C'est évidemment très compliqué. Après, justement, ça doit être un objet d'étude et de travail. C'est pour ça qu'il faut bosser là-dessus. C'est ce dont... Je ne vais pas être long là-dessus parce que j'en suis vraiment qu'au début, mais c'est dans l'idée d'une doctrine qui soit à la fois idéologique et anthropologique, qui serait de renouer avec l'évolution, donc être évolutiste, contre le progressisme. Il y aurait donc besoin qu'il y ait des auteurs et des gens qui réfléchissent, en plus de moi, pour savoir comment est-ce qu'on se reconnecte à nos instincts, à nos gènes, à la nature, tout en restant évidemment extrêmement évolué en termes de technologie, d'armement et de civilisation. Parce que le but, c'est pas de revenir justement, c'est pas de revenir au Moyen-Âge ou à l'époque des cavernes, même si ça pourrait être sympa. C'est pas ça le but, c'est de continuer à être la première civilisation du monde à tous les niveaux, mais en étant à ce point supérieur que nous sommes capables de vivre dans des environnements qui nous correspondent. Alors là, ce serait le jackpot absolu. Et quand je vous parlais d'exigence par rapport au but nouveau que pourrait s'assigner l'Europe, je parlais précisément de celui-ci. Moi, je crois que la technologie et la science pourraient accomplir ce miracle qui serait non plus de nous éloigner de ce que nous sommes, mais au contraire de nous rapprocher de ce que nous sommes et de la nature. L'idée, ce serait... Pour vous donner une image, ce serait que nous puissions retourner à vivre dans des villages parce que grâce au télétravail, grâce à Internet, grâce à l'ultra-technologie, on pourrait travailler en étant en connexion avec Singapour, tout en ayant dans son jardin un potager connecté, vivant dans des communautés humaines, dans des villages donc qui sont à taille humaine pour le coup, où on connaît son voisin, on est capable de se protéger les uns les autres et de renouer avec la solidarité. Donc voilà, je crois qu'on serait capable justement de créer une Europe nouvelle qui soit à la fois donc écologiste mais dans le bon sens du terme, mais tout à la fois techno, en développant au contraire la technologie,
et identitaire, parce que voilà, ça va avec. On ne pourra pas atteindre ce but idéal si on est ouvert aux quatre vents et qu'on se mélange de façon n'importe comment et qu'on ne sait plus qui nous sommes. Donc si on sait qui on est et qu'on s'assigne ce but-là, je pense que ça peut être pas mal pour l'avenir. Donc c'est un sujet de réflexion pour ce qui est de l'échelle de la civilisation, mais après à l'échelle individuelle, déjà ce qu'on peut faire, oui, alors je donne des conseils dans la formation, parce qu'il y a un livre de 50 pages, il y a des grands conseils justement pour se reconnecter à la nature de façon normale et comment dire, pas fou allié, c'est-à-dire tout en étant un homme moderne, enraciné dans le monde d'aujourd'hui, si tu veux, qui bosse, qui a une copine, qui a un travail, qui est totalement moderne, mais il y a des petits secrets, que ce soit des secrets alimentaires, des secrets de choix de vie, des secrets également oui, de choix de ton propre développement personnel, quoi. Il y a moyen de se reconnecter à ses instincts. Parce que la désinstinctivation, comme je l'appelle, celle que l'on peut constater chez l'individu postmoderne des centres-villes, c'est une absolue catastrophe pour le futur. Donc il y a plein de possibilités, mais il faut que nous soyons plusieurs à travailler ces questions. L'idée étant d'arriver à une civilisation ultra développée, mais qui se soit reconnectée à la nature. Donc ça, c'est ce que j'espère, moi, dans mes rêves, pour l'Europe de demain. Et ça, tu vois, c'est un vrai idéal. C'est une perspective, c'est un projet, c'est une route vers laquelle on peut aller. C'est plus seulement les conservateurs qui nous emmerdent. Vous, la France des années 60, c'était super. Il faudrait refaire la République, refaire la laïcité, refaire l'assimilation, refaire l'école, la tautologie du qui ne sert strictement à rien. Mais qui constitue aujourd'hui 99% de l'intelligentsia de droite. Hein. Moi, je ne serai pas interviewé par le Figaro, par Valeurs Actuelles, peut-être par Valeurs Actuelles, il y a des copains là-bas, mais je ne serai pas interviewé par le Figaro et par tout ça, je ne serai pas considéré comme un intellectuel de droite parce que je ne passerai pas mon temps à chialer sur le lait renversé, si tu veux. Mais on a juste 10 ans d'avance sur ces mecs-là. Mais c'est ça l'avenir, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est qu'est-ce que l'Europe peut faire. C'est pas qu'est-ce que l'Europe doit faire dans une perspective de revenir à. Or, c'est le projet de 99% des populistes, 99% des intelligences de droite actuelles. Et ça, c'était terrible. Les Européens doivent-ils renouer avec la virilité ? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, je te ferai une parenthèse sur le concept même de virilité, qui est un concept qui a été totalement dévoyé aujourd'hui, et je suis bien payé pour le savoir, puisque j'en ai parlé dans Major pendant un an, là, et que je me suis pris tous les social justice warriors dans la gueule, tous les gauchistes, toutes les flaques possibles et inimaginables sur les réseaux sociaux, et j'ai pu analyser un petit peu leurs arguments, et comment est-ce qu'ils voyaient toutes ces questions-là. Et je trouve ça fascinant qu'en fait, les hommes, de tout temps, à toutes les époques, dans toutes les civilisations, et particulièrement en Europe, ont cherché à atteindre la virilité comme un idéal qui était en soi, et qu'aujourd'hui, cet idéal-là soit tourné en dérision absolument, et qu'ils en fassent quelque chose de presque ridicule. Aujourd'hui, quand tu parles de virilité, si je dis par exemple sur Twitter, je fais un tweet, et je dis je veux être viril, tu peux être sûr que dans la seconde, je reçois des centaines de réponses me disant à quel point je suis un gros fragile, que je suis sans doute un homosexuel refoulé, et ce genre de choses. Parce qu'en fait, la virilité, ils sont arrivés à inverser totalement les valeurs, et à faire en sorte qu'aujourd'hui, quand tu prononces même le mot viril, tu penses à cuir moustache, à YMCA si tu veux, tu vois, et que ce soit un truc qui soit ridicule. Alors, les hommes à l'époque, par exemple même les Romains qui ont inventé le terme virilité, parce que ça vient de la racine vir, tu avais l'homo chez eux, qui était l'homme au sens biologique du terme, et tu avais le vir, et le virus vir, le véritable homme, c'est l'homme qui précisément atteignait cet idéal viril. Et aujourd'hui, par une sorte de sophisme incroyable, ils arrivent à te faire croire que si tu es à la recherche de la virilité, donc comme le faisaient tes ancêtres, eh bien c'est que tu es fragile. Donc évidemment c'est un sophisme extraordinaire parce que, en gros, c'est de dire, mais si tu ne veux pas être comme moi, ça veut dire que tu es comme moi. À la fin. Donc ils arrivent toujours avec ce sophisme-là, et moi j'aurais bien aimé qu'ils aillent dire, la communauté donc LGBT extrémiste aujourd'hui et toutes les flaques, aillent dire aux légionnaires romains qui cherchaient à être des virus vires et à être des vrais hommes, aillent leur expliquer qu'ils étaient en fait des gros fragiles qui se cherchaient. Il est normal qu'un homme se cherche et qu'un homme cherche à atteindre un idéal, parce que l'essence, encore une fois, de la masculinité, ce n'est pas ce qu'elle est naturellement. La masculinité, c'est un idéal à poursuivre. Donc maintenant, la question qui se pose actuellement, c'est de savoir si cet idéal a toujours une pertinence dans le monde actuel. C'est ça la question. Parce qu'il le moque aujourd'hui pour ceux qui veulent encore être virils, ce mot encore disant que la virilité, c'est vouloir avoir des gros muscles et taper sur sa femme, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, c'est même l'inverse. La virilité, c'est l'esprit avant tout.
incarné, mais l'esprit avant tout. Et ils se disent, mais de toute façon, ça ne sert à rien aujourd'hui la virilité. Je veux dire, à l'heure où nous travaillons tous dans des bureaux derrière un ordinateur, à l'heure où les guerres sont faites par des bombes atomiques ou par des drones, à l'heure où les femmes sont indépendantes et libres et n'ont plus besoin d'un homme qui aille chasser le mammouth, à quoi sert, pour les nourrir, à quoi sert la virilité? Et donc nous sommes aujourd'hui dans ce monde actuel où effectivement on produit par digénisme, par le mismatch, par le digénisme, et par le nihilisme en fait, global dans notre civilisation européenne, on produit des tas de types qui ne sont plus capables d'atteindre cet idéal viril. Et que font-ils par nature dès qu'ils ne sont plus capables d'atteindre? Dès qu'on n'est pas capable d'atteindre quelque chose, on le dénigre, on dit que c'est de la merde. Hein, c'est la logique même de la dissonance cognitive. Quand je ne suis pas capable d'être quelque chose, je vais dire que cette chose finalement c'est pas si bien. Alors, on se cherche toujours des raisons pour être ce que l'on est. Hein. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc on a des tas de types dans les centres-villes qui méprisent cet idéal-là et qui le méprisent d'autant plus qu'ils disent de toute façon il est inutile. Donc c'est là où il faut faire un travail, mais c'est un travail que je fais d'écriture en ce moment, parce que j'écris sur ce sujet, j'espère en sortir un livre, de montrer que la virilité, au sens noble bien sûr, est quelque chose d'absolument essentiel, parce qu'en fait la civilisation tient sur le nerf viril. La civilisation, ses formes, son intelligence, ses prouesses scientifiques, artistiques, techniques, tout ce que vous voulez, ne peut pas tenir s'il n'y a pas le nerf viril qui est derrière. Le nerf viril est ce qui maintient la civilisation à flot. C'était Junger qui disait que plus la civilisation était grande, intelligente et raffinée, plus elle devait avoir les plus gros canons. Canons au sens des armes. Et en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une civilisation, plus elle se développe dans son raffinement intellectuel artistique, plus elle doit faire très attention de maintenir en elle ce nerf viril, incarné par les hommes essentiellement, mais qui peut être aussi incarné par des femmes. La virilité est aussi une chose qui est atteignable par les femmes. C'est comme l'alcool, si tu veux. Les femmes et les hommes peuvent boire de l'alcool, mais les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes, physiquement. La virilité, c'est la même chose. La virilité, le pouvoir, la politique, c'est la même chose. Certaines femmes d'exception peuvent boire très bien et peuvent même coucher certains hommes à l'alcool, mais la plupart, tendanciellement, tiennent moins bien l'alcool que les hommes. La virilité, c'est la même chose. C'est Mansfield qui utilise cette métaphore, ce n'est pas moi. Mansfield, qui a écrit un livre sur la virilité, parle de ça. La virilité, c'est quelque chose d'essentiel dans la civilisation, et c'est les hommes qui l'incarnent le mieux parce que de par notre biologie, la testostérone notamment, on est plus capable d'être connecté à cette virilité. Et la virilité donc est absolument essentielle, indispensable pour que notre civilisation se tienne parce que, in fine, il n'y a de richesse que d'hommes, j'en reviens au début de l'entretien, in fine, vous aurez beau avoir la plus belle des sciences, les plus beaux des arts, la plus belle des littératures, la plus belle des architectures, et les plus belles valeurs de tolérance, d'amour et d'égalité entre les peuples, les gens, et fraternité, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas d'homme viril pour défendre tout ça, et même plus que défendre, pour apporter de la sève, la virilité est la sève dans la civilisation, eh bien tout ça finira par dégringoler, par dégénérer. Et donc c'est pour ça que dans plein de domaines, que ce soit au travail, dans la façon de... Je ne vais pas faire spoiler le livre que je suis en train d'écrire, mais sur pourquoi l'homme est indispensable et pourquoi il faut à tout prix rester des hommes aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut nous raconter et tout ce qui semble être vrai, c'est-à-dire que les conditions de la société ne demandent pas des hommes. Eh bien, malgré tout ça, malgré tous ces éléments contraires, eh bien, la société, la civilisation a besoin d'hommes et a besoin d'hommes qui recherchent la virilité. Donc oui, évidemment, pour répondre à ta question, les Européens doivent... C'est aussi une façon de retrouver la nature qui est en eux, de se réinstinctiver. La virilité est un combat essentiel. Qu'est-ce qu'être nietzschéen en 2019 ? Alors c'est marrant parce que pendant des années j'ai abandonné un petit peu Nietzsche, parce que je l'avais lu et relu à l'époque. Et j'ai voulu m'intéresser à d'autres auteurs, évidemment, pour pas être l'homme d'un seul livre, comme disait Saint-Augustin. Mais là, parce qu'on me demande régulièrement, j'en reçois très souvent des demandes de petits jeunes et de mecs me demandant qu'est-ce que je dois lire chez Nietzsche, en quoi est-il important, et tout cela. Donc j'ai décidé, pour attaquer donc des formations et les vidéos, de faire, comme j'ai dit au début, de faire une conférence qui à mon avis sera la plus développée et la plus travaillée par rapport au YouTube francophone. Il y a 1h30, 2 heures sur Nietzsche, sa vie et les grandes idées qu'il a pu produire, qu'il faut à tout prix assimiler pour comprendre le monde et se battre dans le monde de demain. Montée de puissance, l'éternel retour, l'inversion des valeurs, et puis le nihilisme, très important, toute sa critique du nihilisme et la capacité surtout à déceler les symptômes du nihilisme. Nietzsche est très important pour ça.
comprendre qu'est-ce que le nihilisme et comment il s'exprime. Et quand tu comprends ça et que tu regardes le monde actuel, tu t'aperçois que nous avons sombré dans le nihilisme le plus total, parce que tous les symptômes sont là. Donc en fait, j'ai eu besoin de commencer par Nietzsche, parce qu'après, si je veux parler de sujets plus actuels, si je veux développer ma philosophie, en quelque sorte, j'ai besoin de partir de Nietzsche, et j'ai besoin que les gens regardent, à moins que ceux qui l'ont lu, ils n'en ont pas besoin, mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment, ou qui se font des fausses idées sur Nietzsche. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui se font qui ont des préjugés sur Nietzsche et qu'ils ne le connaissent pas réellement. Donc c'est pour ça que je fais une grosse conférence. Et encore une fois, je le pense absolument indispensable, parce que c'est l'auteur le philosophe qui a le plus travaillé sur cette question du nihilisme, c'est-à-dire de la dégénérescence qui pousse des gens à oublier leur corps, donc l'incarnation, et qui les pousse au suicide, en fait, d'une certaine manière. Et là, toute la civilisation européenne est dans ce nihilisme-là, et se pousse et se galvanise vers ce suicide généralisé. Et donc si on veut comprendre les raisons de ce suicide européen que nous sommes en train de regarder, de voir sous nos yeux, Nietzsche est le meilleur pour cela. Donc non seulement ça va nous permettre de comprendre les symptômes de ce nihilisme, les symptômes de ce désir de suicide qui existe en Europe, mais il va aussi nous donner les armes pour lutter contre le nihilisme qui est dans la civilisation européenne, mais qui est en chacun de nous en fait. Parce que ce nihilisme-là, on l'a tous en nous. Donc c'est pour ça que Nietzsche me paraît absolument essentiel. Il me paraît absolument essentiel d'être nietzschéen aujourd'hui. Aussi parce que, moi en tout cas je le suis, parce que je me pose toutes les grandes questions qu'il se posait à son époque. Et je pense que les questions qu'il se posait sont encore plus pertinentes à l'heure actuelle. Par exemple, là je travaille en ce moment, parce que je travaille sur la conférence que je vais faire sur Nietzsche, sur la question de la domestication de l'homme. Très intéressant. On s'aperçoit que les êtres humains sont en train d'être... La grande masse des êtres humains est en train d'être domestiqués totalement, que c'est un processus de civilisation pour les rendre absolument inoffensifs et esclaves. Il y a une grosse classe d'esclaves qui est en train de naître dans les générations qui naissent aujourd'hui et qui existent déjà. Et toute la question de la domestication, de qu'est-ce qu'on fait de l'être humain, à quoi il sert, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et l'idée, comme Nietzsche disait, il y a peu d'hommes qui veulent, la plupart sont voulus. Qu'en fait, il y a des hommes qui ont une volonté propre pour leur propre vie, et la majorité de l'espèce humaine, elle est voulue comme telle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros débiles que l'on a, qui sont devant Cyril Hanouna, et que je vois par milliers, qui écoutent des musiques à la con, et que je vois par milliers sur les réseaux sociaux, et qui sont beaucoup plus nombreux que nous, il faut le savoir, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, ces gens-là sont voulus. Ils sont voulus comme tels, parce qu'on les veut esclaves d'une certaine façon. Et donc Nietzsche a travaillé toutes ces questions. Et c'est la raison pour laquelle être nietzschéen actuellement, c'est en fait se poser les vraies bonnes questions pour trouver les vraies bonnes réponses à la crise du monde occidental et européen actuel. Voilà, c'est ça être nietzschéen. Après, à titre purement personnel, eh bien, c'est d'avoir une échelle de valeurs qui essaie toujours de tendre vers l'aristocratie, c'est-à-dire les valeurs aristocratiques, tout ce qui nous rapproche du bien, du grand, du beau, du fort, du noble, et sûrement pas tomber dans les valeurs des esclaves qui sont pour le coup nihilistes, donc les valeurs de la République d'aujourd'hui, on va dire, les valeurs modernes, les valeurs postmodernes. Être nietzschéen aujourd'hui, c'est de lutter contre le ressentiment. On a tous ce ressentiment qui est en nous, la jalousie, l'envie de dénigrer les autres, et surtout d'ailleurs les gens qui nous sont proches, et qui existent beaucoup dans les milieux de la droite par exemple. Donc ça, quand on est nietzschéen, on essaie de lutter à tout prix contre ce ressentiment-là, le ressentiment d'une manière générale. Être nietzschéen, c'est tendre vers l'altitude à titre individuel. Donc il y a un programme de développement personnel nietzschéen qui est pour le coup qui est vraiment bien. Donc c'est être capable évidemment de ce que je viens de dire, d'abord à l'échelle civilisationnelle, de se poser les bonnes questions pour le monde de demain et donc de trouver les bonnes réponses. Et aussi c'est un développement personnel que l'on peut vivre quotidiennement. C'est ça être nietzschéen aujourd'hui. Que faire pour sauver l'Europe ? C'est tout l'objet du travail que l'on doit commencer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est ce que je te disais, les intellectuels de droite n'ont fait que réfléchir sur les désagréments du monde moderne par rapport au monde ancien. La France des années 60 était super, on est tous d'accord. Les nations, et le monde moderne amène de nouvelles conditions d'existence et de nouvelles conditions idéologiques, mais surtout anthropologiques, c'est ce que je te disais. Et donc maintenant, on doit par conséquent créer toute une nouvelle génération de penseurs et d'activistes qui réfléchissent sur un tout autre niveau de réflexion, celle que j'ai entamée.
Et partant de là, évidemment, c'est à travers à travers ces prismes-là qu'on arrivera à trouver les solutions pour sauver l'Europe. Après, pour être plus prosaïque, parfois je sombre dans la dépression comme tous et je vois effectivement les nouvelles générations, et je vois la masse d'esclaves qui se crée, une masse d'esclaves qui à la limite, qui est le problème, elle est dangereuse cette masse d'esclaves parce qu'elle n'est pas seulement faite pour consommer et fermer sa gueule comme à l'époque, mais elle est faite pour... Elle a tellement un QI négatif avec l'immigration, avec tout le reste, qu'en plus elle va être dangereuse pour elle-même et pour la civilisation. Donc souvent je déprime, et quand je vois même la réflexion des boomers, la réflexion des Européens actuels, c'est une véritable catastrophe. Ils sont tellement dans le nihilisme. J'ai mis dernièrement sur Twitter une réflexion une discussion que j'ai eue avec des amis de mes parents. Et en gros, une personne qui avait pourtant un très bon niveau intellectuel, enfin très bon niveau intellectuel, en tout cas un bon poste, on va dire, qui votait Macron et qui m'expliquait qu'en gros, c'était pas si grave qu'il y ait de l'immigration parce que ces petits-enfants, même si un jour ça finit par être une catastrophe, ces petits-enfants voyageront et quitteront la France. Ils n'auront qu'à fuir. Et cette personne pouvait te dire ça sans aucun problème, voilà. Et après, pour te dire que de toute façon, après avoir dénigré les gilets jaunes pendant tout le dîner, te dire qu'il n'y a qu'une seule chose pour laquelle cette personne pourrait aller manifester, c'est si jamais on touchait à l'avortement. Alors que cette femme a déjà fait ses enfants, et voilà, mais il n'y a qu'une seule chose pour laquelle elle pourrait s'engager politiquement, c'est si on touchait à l'avortement, par principe. Donc c'est sûr, quand tu vois des générations comme ça qui n'en ont plus rien à faire de leur pays, de leur territoire, de leur civilisation, parce qu'il n'y a qu'à voyager après tout, et qui ne s'occupent plus que de leur petite liberté individuelle, ça donne envie d'être terroriste d'abord, mais aussi d'être dépressif. Donc parfois j'ai un ami qui dit que de toute façon on ne s'en sortira pas sans la catastrophe. Il faut que la catastrophe arrive, il faudra que les gens mettent tous leur nez dans la merde pour être capables de réagir. Après, moi je dirais, et c'est pour ça qu'encore une fois Nietzsche est intéressant, c'est que la catastrophe est aussi, on la voit si terriblement nous, parce qu'on a une vision encore houliste des choses et que finalement on est encore assez passéiste dans la mesure où on se voit comme la majorité qui est en danger face à des minorités agissantes qui nous manipulent et qui détruisent nos peuples. C'est comme ça que se voient les nationaux et les mecs de droite, en général. Alors je pense qu'il faut faire sa révolution, il faut cesser de se voir comme une majorité. Il faut commencer à se voir comme une minorité. Et partant de là, il y a tout à fait possibilité de continuer à vivre et à créer plein de choses en se voyant comme une minorité. Il y a des minorités qui contrôlent des nations entières, hein, qui contrôlent des empires entiers, et qui arrivent à se préserver dans le monde de demain. Donc si jamais nous, les identitaires européens, on est capable de se voir comme une minorité, dont bien sûr la vocation est de défendre la majorité, hein, toujours, mais on est une minorité, nous ne sommes plus le peuple. C'est ça qu'il faut arriver à se dire. Et ça, c'est une révolution terrible dans nos cerveaux, parce qu'on n'a pas été même cortiqué pour ça, on n'a pas été fabriqué pour ça. On se voit comme le peuple en guerre contre les méchantes élites qui nous manipulent et nous dominent. Mais en fait, ça marche plus comme ça. Le peuple est déjà perdu, en fait. Il faut se voir comme une minorité, être capable, mais on peut sauver plein de gens dans ce peuple. C'est un réservoir qui est magnifique, on va dire. Mais le concept de peuple n'existe plus aujourd'hui. Et donc tout ça, il faut être capable de faire une révolution intellectuelle totale que nos milieux de droite ne font pas. Nous ne sommes plus le peuple n'existe plus. Bon, mais bon, voilà, donc ça c'est... Et c'est en fait, donc nous devons trouver des nouvelles modalités de combat pour être capable de sauver l'Europe. Et bon, bah, c'est pas gagné, mais je te dis, si on arrive à créer une génération qui se conçoit comme une minorité agissante et forte, qui balance toutes les vieilleries idéologiques conservatrices, qui les balance et qui les oublie, et qui se concentre à créer un nouveau but pour l'Europe, quel est le nouveau projet pour l'Europe, un projet exigeant, qui rapprochera à nouveau l'homme de la nature tout en ayant des buts très ambitieux, conquête de l'espace, plein de choses. Écoute, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, de toute manière, vu que être grand, c'est se battre, être grand, je sais plus qui a dit ça, être grand, c'est embrasser une grande lutte, un grand combat. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. On veut être grand, et il faut que chacun d'entre nous, on ait cet objectif-là, donc il nous faut nous battre de toute façon. Il y a 3 échelles vitales dans la vie d'un homme. Il y a l'échelle individuelle, qui est le développement personnel, ton travail, ce que tu fais, ton sport, tout le reste. Il y a l'échelle familiale, donc comment tu transmets tes gènes, comment tu crées une famille, et comment tu récupères l'héritage et tu le transmets. Et il y a l'échelle communautaire, c'est-à-dire comment tu te bats pour ta communauté. Et ça, chacun peut faire quelque chose à ce niveau-là, hein, que ce soit être un militant, un activiste ou même un donateur pour ceux qui le font pour le coup.
Mais voilà, de toute manière, on n'a pas le choix, il faut embrasser ce combat communautaire d'une façon ou d'une autre. Donc après, du moment qu'il y a des combattants, tant qu'il y a des combattants, il y a la guerre. Et tant qu'il y a la guerre, on peut gagner. Bonus estival, quel conseil de drague pour les jeunes Européens? Alors j'ai lu une étude dernièrement montrant qu'en fait, en situation où les femmes sont indépendantes financièrement, en fait, dans la psychologie évolutionniste, on en parle dans la formation que j'ai faite, en fait, il y a des choses qui s'activent chez les femmes en fonction de leur environnement, comme chez les hommes aussi, hein, qui sont liées à l'évolution. Alors en général, le critère de recherche qui s'active le plus chez une femme, c'est évidemment de trouver un provider, comme on dit en anglais, quelqu'un qui leur apporte les ressources. Mais quand les femmes ont déjà des ressources, qu'elles sont dans un environnement où elles ont des ressources, elles travaillent, elles n'ont pas besoin d'un mec pour leur apporter de l'argent et de la bouffe, ben ça active un autre critère chez elles qui est l'attractivité des gènes et des gènes préhistoriques, et donc des bad boys. Donc il y a une étude, donc je développe cette étude dans la formation, qui montre qu'en fait, plus les femmes ont un niveau social élevé, plus elles sont à la recherche de bad boys. Et donc ça s'explique par l'évolution, évidemment. Et donc en gros, si vous voulez un conseil de drague, c'est justement face à la bourgeoise qui gagne son argent et qui pense qu'elle est une femme libre et indépendante, n'hésitez pas à jouer les gros bras. Ça paraît bête, bon évidemment, soyez cultivés et intelligents dans le même temps, c'est encore bien mieux, mais ne faites pas le gentil garçon du tout, quoi. Ça c'est sûr que ça... les femmes qui sont indépendantes financièrement, c'est quelque chose qu'on constate, sont à la recherche, paradoxalement, du bad boy. Donc là, un conseil de drague. Et j'ai vu un truc, pour terminer dernièrement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de draguer, il y a plein de mecs qui donnent des conseils de drague sur Internet, il s'agit de garder sa copine. C'est plus difficile aujourd'hui de garder sa copine que de draguer, parce qu'avec Tinder et tout le reste, niquer des gonzesses, c'est facile. Mais en revanche, conserver sa copine et créer une famille, ça, là, déjà, c'est plus compliqué. Et donc c'est plus des conseils de comment tu conserves ta meuf, c'est plus ça qu'il faut. Conseil de drague, c'est une chose. Et je te donnerai 3 conseils pour draguer, pour conserver une fille. T'entraîner, entraîne-toi toujours. Entraîne-toi, ça veut dire développe toujours des choses personnelles. C'est-à-dire développe-toi dans le sport, développe-toi dans la musique, si tu fais de la musique, développe-toi dans n'importe quel sujet, n'importe quelle chose. Sois toujours sur la piste ascendante. Tu travailles, tu t'entraînes à être meilleur. Quand tu commences à être sur la piste descendante, ça veut dire que tu es en perte de vie, donc perte de puissance, donc tu es moins intéressant et tu montres moins la qualité de tes gènes. La qualité de tes gènes, c'est de t'entraîner. Soyez toujours dans l'entraînement, dans n'importe quel domaine. Premièrement. Deuxièmement, gagner de l'argent, parce qu'elles cherchent quand même aussi des mecs qui leur apportent les ressources. Ça, c'est ancré dans notre nature. Donc évidemment, gagner de l'argent, créer votre entreprise, bosser, essayer le plus possible dans la crise économique, c'est difficile. Et troisième conseil, c'est soyez fun. Soyez drôle, parce que l'intelligence se montre particulièrement par l'humour. Donc ne vous prenez pas trop au sérieux, soyez capable de rigoler, de déconner, de faire des blagues et d'être l'homme total, c'est-à-dire ne pas être que l'intellectuel, ne pas être que l'homme qui va à la muscu et qui veut des gros muscles et qui est le mec sérieux, qui fait le mec viril. Essayez d'être l'homme total, c'est-à-dire le mec qui rit avant tout, qui fait des blagues, qui est fun, parce que c'est une preuve d'intelligence et une preuve d'intelligence qui se reconnaît par les gènes. Les femmes sentent l'intelligence d'un homme et donc le potentiel d'un homme à travers son humour. Et vous avez beaucoup plus de chances de conserver une femme si vous la faites rire et que vous êtes fun dans la vie de tous les jours. Donc voilà, si vous arrivez à vous entraîner, à être toujours sur la piste ascendante dans votre vie, à gagner de l'argent bien sûr, à avoir un travail, faire des choses et à être fun à côté, vous avez de bonnes chances de garder votre copine, d'en faire votre femme et de faire de beaux enfants.